Salam alaikum wa rahmatullahi à tous, bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode numéro 12 de notre série Viens débattre. Quand le progrès efface l'humain, transhumanisme ou transgression. Encore une fois, un petit disclaimer. Dans cette série Viens débattre, bien évidemment, je parle de sujets qui me tiennent à cœur, je parle de sujets à propos desquels je souhaite m'exprimer, à propos desquels je souhaite apporter mon vécu, mon histoire, ma réflexion. Mais encore une fois, parce que malheureusement, on est dans une génération qui, à partir du moment où on porte quelque chose sur la tête, où on porte quelque chose, un signe distinctif religieux, eh bien, notre parole est épiée, analysée. On ne lui fait pas de cadeau, donc... Je vous rassure, je ne suis pas prof de religion, je ne suis pas ouléma, je ne suis pas shir, je ne suis en fait rien du tout, si ce n'est une croyante qui chemine dans le chemin de Dieu. Donc ce que je dis, ce ne sont en rien des leçons pour vous, ce sont simplement mes expériences, mon vécu et ma réflexion. Pour commencer, il faut poser le contexte. Alors, pourquoi je parle de progrès? Pourquoi je parle même de progressisme? Pourquoi je parle de transhumanisme, de transgression? Eh bien, tout simplement parce que notre génération, à nous, c'est-à-dire à moi, autrement dit, celle de la fin des années 90, 90, début des années 2000, est une génération de transition. Née sans technologie et qui a commencé à vivre avec la technologie à l'adolescence par l'essor d'internet, etc. Moi personnellement et beaucoup d'autres personnes de mon âge, et on voit aussi un peu cette trend sur les réseaux, on a l'impression, les 90, la fin des années 90, début 2000, on a l'impression très nostalgique d'être la dernière génération à être née finalement dans cet entre-deux, en fait d'avoir eu un pied dans un monde et un pied dans l'autre, au sens où on est né sans internet, on est né sans un peu ces outils-là et on a vu l'émergence de ces outils quand même assez tôt. La raison pour laquelle je parle en fait de progressisme, de transgression même carrément, de transhumanisme, c'est ce qu'on va voir de toute façon dans la vidéo, mais c'est parce que en fait on est arrivé à un moment en fait de l'humanité où nous personnellement on a commencé sans les réseaux, sans ces nouvelles technologies et subhanallah, seulement 20 ans plus tard, ça fait pas si longtemps que ça, que c'est arrivé tout ça, eh bien on se rend compte qu'on est carrément arrivé à un épisode assez sombre de l'humanité, puisque ce qui était censé être nos technologies, des choses qui étaient censées nous faciliter la vie, nous rendre la vie meilleure, eh bien on finit par se retourner contre nous, comme le dit Rousseau, hein, il le dit, le progrès en fait, le progrès technologique ne fait pas le progrès moral, bien au contraire. Bref, donc nous on est un peu cette génération, comme je dis, fin 90, début 2000, génération un peu sacrifiée parce qu'on a pu connaître l'avant du coup, l'avant internet, l'avant technologie, même si bon voilà, on n'est pas non plus des dinosaures, on a que la trentaine, fin de vingtaine, et aussi l'après. On est la dernière génération à avoir vécu sans les réseaux sociaux, être né dans un monde sans réseaux sociaux. Tout en entraînant cette certaine nostalgie, en fait, il y a quelque chose de beau, parce qu'il y a quelque chose de très symbolique, en fait, dans cet entre-deux. C'est-à-dire qu'on est un peu cette génération dans l'entre-deux, mais qui garde une certaine jeunesse, qui garde un certain rapport très symbolique et précieux, finalement, à l'enfance. Enfance dans laquelle, finalement, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, toute cette sorte de technologie, et aussi toute cette fitna. Au niveau physique aussi, là je m'écarte un peu du sujet, mais c'est pour vous planter vraiment le décor, on est un peu aussi les derniers à faire aussi jeune malgré nos 30 ans ou alors nos fins de vingtaine. On voit bien la Gen Z, déjà que c'est déjà très différent pour la Gen Z, c'est-à-dire qu'au contraire, eux c'est vraiment un truc, à partir du moment où j'ai vraiment eu du recul sur cette situation, je me suis dit mais c'est incroyable, la Gen Z au contraire c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup plus vieux, subhanallah, que ce qu'ils sont. Et justement, il y a 2 jours je crois, vraiment incroyable. J'étais dans le tram pareil et donc il y avait une jeune fille avec sa mère et une petite fille en poussette. Tout le monde s'est dit ah ça doit être la grand-mère avec sa fille et sa petite fille. Et il y a un monsieur qui est venu comme ça, il est rentré dans le tram, il a commencé à parler avec eux, je pense qu'ils devaient être de la même origine, bon j'en sais rien, bref. Et en gros la fille elle dit ah non pas du tout, c'est pas du tout ma fille, c'est ma petite cousine, moi j'ai 15 ans. Je vous jure au nom de Dieu, la fille 15 ans. Elle avait l'air d'avoir, allez, franchement, sincèrement, 20, 22 ans. Déjà très, bon après ça n'y peut rien, mais très formée, déjà habillée, bien maquillée, bien truc. Et en fait, ça vraiment, c'est un truc propre à la Gen Z, c'est incroyable. Ils font ils font beaucoup plus vieux que ce qu'ils sont. Réellement, et nous c'est l'inverse, donc franchement quand même on a quand même ça, c'est vrai, c'est la vérité. La plupart des personnes de mon âge qui ont 30 ans, elles ne les font pas, même moi j'ai du mal à me dire que je les ai, à chaque fois que je le dis on me dit ah ouais t'as 30 ans, on dirait pas. Et subhanallah, ça c'est vraiment quelque chose qui, même dans notre physique finalement, on a gardé un peu cette innocence de l'avant-monde, cet avant-monde un petit peu avant les réseaux, un peu féerique et idyllique qu'on ne connaîtra en fait plus jamais. Bref, donc finalement on est la génération, comme je dis, dans l'entre-deux, à qui on a encore dit à l'école et au travail, intègre-toi, fais-toi discret, essaye de pas trop te faire remarquer, même si ça commençait déjà à s'émanciper, alhamdoulilah, c'est ça, j'ai vraiment vu que on était encore dedans, mais ça commençait à quand même à s'émanciper. On est aussi cette génération qui commençait tout doucement à se rebeller et à dénoncer des choses qui, à l'heure actuelle, ne passeraient plus du tout. Je vais vous donner une anecdote, je vais vous raconter une anecdote que j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur Kérit enseigne à propos de mon parcours, un petit peu avec la prépa, etc. En fait, quand j'étais en prépa, donc à Lille,
il y avait un professeur d'anglais et ce qui est fou c'est que là il y a encore une fois très récemment j'ai reparlé ça avec des personnes dont j'ai découvert qu'elles étaient aussi dans la même prépa que moi des années après et elles ont eu le même constat, c'est incroyable. Il y avait un professeur d'anglais très comment dire très particulier dans le sens où c'était quelqu'un, on va parler clairement, on va parler français, qui était un pervers en fait. C'était un pervers par rapport aux filles, c'est-à-dire que pendant, on n'était pas les seuls, c'est-à-dire que pendant la classe, eh bien il passait à travers les rangs, eh bien limite il se frottait un petit peu avec les filles, toujours d'un ton très mielleux, ma chérie, ma beauté, des remarques, parfois ils sont hyper bons, très très mielleux, franchement il était écœurant. Et franchement des fois je me dis subhanallah, est-ce que Dieu il punirait pas les mauvaises personnes en leur donnant des apparences écœurantes. Il avait une apparence écœurante vraiment à l'image de ce qu'il était. Et par exemple moi j'avais fait des cols, vous savez en prépa on fait ce qu'on appelle des cols, et mon ami aussi, et plusieurs personnes en fait, c'est des séances dans lesquelles on reste avec le professeur pour passer sur un sujet oral après les cours. Et il avait dit à mon ami en gros un truc dans le genre, si vous n'étiez pas mon élève je vous aurais sauté dessus. Voilà, moi il m'avait dit aussi votre parfum ils sont hyper bons, un truc dans le genre, moi c'est pareil, ça donne envie de manger, enfin voilà des trucs vraiment très très bizarres. Et vous voyez ça par exemple, subhanallah, nous on n'a jamais dénoncé ça, mais c'est quelques années plus tard, comme je dis, il y a une sœur qui m'a dit qu'elle avait été elle aussi en prépa, dans cette prépa là, et elle m'a dit ça a été dénoncé en fait, vous voyez. Donc subhanallah, c'est pour dire quoi? Ça veut dire que ce type de comportement maintenant il ne passerait plus du tout, alhamdoulilah, encore heureux. Mais quand on était ado, ça ne passait déjà pas très bien, mais on n'avait pas encore vraiment ce truc de dénoncer, on n'osait pas encore trop, même si ça commençait, vraiment c'était les débuts. Et pourtant ça fait même pas 15 ans, c'est ça qui est incroyable, et c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment dans une génération, on a été une génération d'entre-deux, parce qu'il y a encore quelques temps, c'est-à-dire il y a moins de 10 ans, on laissait passer les choses sans trop se rebeller, et moins de 10 ans après finalement, là on est carrément, c'est pour ça que j'ai parlé dans le titre de transgression, on est carrément dans une surréaction et dans une rébellion parfois saine, mais on va voir dans cette vidéo que c'est pas toujours le cas. On a vraiment vécu en tant qu'individu de cette génération des deux mondes, subhanallah, l'avant un petit peu et l'après. Et c'est de là qu'est né le wokisme. Donc le wokisme, qu'est-ce que c'est? C'est une prise de conscience aiguë des injustices sociales, on peut dire c'est un mouvement un petit peu social, en matière surtout de racisme, de discrimination, de sexisme, voilà, tout ce qui est islamophobie, homophobie, enfin bref, tout ça. Il est issu, comme vous le savez, de l'anglais woke, qui veut dire éveillé, et il renvoyait à une vigilance morale face aux oppressions. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est pour ça que moi je parle pas du wokisme de base, j'ai fait aussi une vidéo sur ça, je parle du wokisme à outrance, parce que à l'heure actuelle, dans l'usage courant d'aujourd'hui, il est souvent employé de manière péjorative, parce qu'en fait, effectivement, il montre tout un pan de sa personnalité, le wokisme, qui est absolument excessif, en fait, moralisateur, bien pensant, et finalement qui fait l'inverse du mouvement noble de base qu'il était. Donc c'est un peu l'idéologie de l'hypervigilance sociale qui vise à défendre les minorités, mais qui peut très très vite malheureusement glisser vers la censure ou le dogmatisme, et c'est un peu ça qu'on va aborder aujourd'hui. Encore un peu dans l'introduction, mais pour vous dire, dans cette vidéo, on va vraiment parler de l'excès de ce progressisme qui va finalement aller jusqu'à se nier lui-même, avec le clou, la cerise sur le gâteau, c'est le transhumanisme, et surtout, voilà, le transhumanisme et ses dérives, que l'on verra à la fin et qui est philosophiquement à comprendre proprement comme la fin de ce progressisme. On expliquera pourquoi, c'est vraiment le transhumanisme, c'est marrant parce que c'est fait pour l'humanité, c'est un mouvement qui se met en place au contraire pour justement faire s'émanciper les humains, mais on verra que dans sa définition même, dans son essence propre, philosophiquement, c'est un mouvement qui se nie lui-même. L'humanisme, le réveil saint de l'homme. Alors, si on commence par le commencement, on va faire un petit bond dans le passé, avant toutes ces dérives que l'on voit actuellement autour du wokisme et de cette idéologie devenue en fait mortifère d'un progrès à outrance, quitte à envoyer balader toute éthique et toute moralité, et bien avant cela, on ne parlait pas de transhumanisme, de wokisme, de progressisme, on parlait tout simplement d'humanisme. Historiquement, on parle bien de l'humanisme du XVIe siècle qui est venu après une période assez obscure appelée le Moyen-Âge, dans lequel on était beaucoup, voilà, le Moyen-Âge c'était un peu une période connue pour son obscurité, pour son obscurantisme, on était beaucoup dans la superstition, dans le dogme un peu fumeux, dans les peurs un peu irrationnelles, et avec l'émergence du mouvement philosophique de l'humanisme, on arrivait, si l'on peut dire, comme dans une nouvelle ère, c'était comme si on ouvrait à nouveau les rideaux et la fenêtre à la lumière, à la clarté et non plus aux ténèbres du Moyen-Âge, même si évidemment c'est un petit peu cliché de dire que le Moyen-Âge n'était que ténèbres, évidemment que non. Mais là on peut pas rentrer dans les généralités pour le moment. En fait, on prenait ainsi l'humanisme comme repère avec l'homme, comme pilier et centre, donc on avait une certaine modestie. C'est-à-dire que dans l'humanisme, l'homme on le place au centre, au milieu, c'est le pilier, mais il y a une certaine modestie. Et l'humanisme, il est né finalement à la période de la Renaissance, et déjà rien que dans ce terme Renaissance, on comprend les choses. Renaître afin de remettre l'homme au centre des choses de façon bienveillante, solaire et saine.
Dans l'humanisme, on avait confiance dans les progrès de l'homme, dans ses capacités, dans le pouvoir de sa raison, etc. C'était une période assez positive et qui, malgré la grande confiance accordée à l'homme, ne le plaçait pas, cet homme, cet individu, comme un surhomme. C'est ce que l'on va reprocher précisément par la suite au transhumanisme. Non, l'humanisme, bien qu'il pousse toujours l'homme à se surpasser en termes de capacité, en termes de potentialité humaine et de compétences, et même si certains philosophes humanistes se sont revendiqués athées, l'humanisme n'allait pas à ce point en fait dans la transgression des capacités humaines. Il restait dans l'humanisme une certaine limite bienveillante, une certaine limite rationnelle et saine. Il posait plusieurs principes nous démontrant cela. Donc, dans la première chose, la foi en la dignité humaine, c'est très important. L'homme est perçu comme un être doué de raison, de libre arbitre, capable de s'élever par l'éducation, la culture et la connaissance. Deuxième chose, la valorisation de l'individu. L'humanisme met en avant le développement intégral de l'homme, physique, moral, intellectuel, dans un équilibre harmonieux avec la nature. Troisième chose que l'humanisme mettait en avant dans sa doctrine, tolérance, dialogue et critique. Les humanistes promeuvent une pensée critique, un esprit de tolérance, CF Erasme, et s'opposent à l'obscurantisme religieux et dogmatique, et aussi ce qu'on a pu voir dans le Moyen-Âge. Et enfin, quatrième chose, l'homme comme mesure de toute chose. Ici, on va se référer à l'héritage de Protagoras, bien évidemment, par rapport à Platon. Mais c'est pas en mode comme mesure de toute chose pour dominer le monde, mais pour le comprendre et s'y inscrire avec justesse, pour comprendre sa place dans le monde. C'est pas quelque chose qui va venir dominer en fait la nature, c'est plutôt un esprit de je trouve ma place dans la nature et je m'y adapte. Ici donc, bien que l'humanisme se base sur la notion du progrès humain, ça il ne le nie pas, pour autant cet humanisme ne rompt pas avec une certaine éthique, moralité, avec la dignité humaine, ce que ne fait malheureusement pas le transhumanisme actuel. L'humanisme débute une transgression irréversible. Transhumanisme, terme forgé en 1957 par Julian Huxley, désignait au départ un courant qui affirmait la capacité de l'homme à s'auto-transcender, c'est-à-dire à s'améliorer, à progresser. Aujourd'hui, le transhumanisme, qui se nomme aussi post-humanisme, consiste à affirmer la nécessité de s'améliorer par le biais de nouvelles technologies, d'implants, de prothèses, etc. Au contraire de l'humanisme, le transhumanisme, courant apparu vers le XXe siècle et en plein essor au XXIe siècle, on est en plein dedans, prône l'usage des technologies pour augmenter les capacités physiques, cognitives et biologiques de l'homme, jusqu'à dépasser ses limites naturelles. Vous vous rappelez, j'ai dit dans l'humanisme, certes, on poussait toujours l'homme à aller plus loin, on poussait l'homme à se dépasser, à s'améliorer, mais on respectait la dignité de l'homme et le fait, en fait, très modeste, que l'homme a des capacités, mais certes qu'il a aussi des limites. Et là, dans le transhumanisme, c'est vraiment pas du tout le cas. Au contraire, on va pousser l'homme dans ses retranchements, on va toujours le sommer d'aller plus loin que ses propres limites naturelles. Et on parle ici bien d'une idée de dépassement, comme dans l'humanisme, mais par quel moyen? Eh bien, au prix de l'éthique. C'est ça le grand problème du transhumanisme, à mon sens, c'est vraiment que c'est au prix de l'éthique que l'on va pouvoir progresser. Voici les principaux piliers du transhumanisme. Donc, comme on a fait avec l'humanisme avant, ici, les principaux piliers du transhumanisme. Dépassement de la nature humaine pour le premier. Prolongation de la vie, suppression des maladies, optimisation du cerveau, fusion homme-machine, intelligence artificielle, implants, etc. Rêve de perfection, c'est-à-dire que là on va aller dans le rêve d'un être post-humain, exempt de souffrance, exempt de limites, voire de mort en fait, qui est vraiment limite à la place de Dieu. C'est vraiment ça. Troisième chose, le technosolutionnisme, c'est-à-dire c'est la confiance extrême, la confiance aveugle dans la technologie comme solution universelle et unique aux problèmes humains et sociétaux. Ça, ce sont les trois piliers universels, même si on a plusieurs qu'on va dégager des sous-piliers, sur lesquels se fonde et se base le transhumanisme. Les grandes différences entre un humanisme sain et enrichissant et un transhumanisme déréglé et orgueilleux. Première différence, pour l'humanisme, l'homme est vu comme être perfectible par l'éducation. Pour le transhumanisme, l'homme est vu comme être perfectible par la technologie. Deuxième chose, pour l'humanisme, on pose le respect des limites naturelles et de la finitude humaine. Pour le transhumanisme, on est dans la volonté de dépasser, voire de nier la condition humaine. Pour l'humanisme, on est dans la primauté de la raison éthique et du libre arbitre. Pour le transhumanisme, on est dans la primauté de la performance, de l'efficacité et de l'optimisation. Pour l'humanisme, on est dans la sagesse, la lenteur, la maturité intérieure. Pour le transhumanisme, on est dans la vitesse, l'efficacité, l'exaltation de la puissance. Pour l'humanisme, on est dans la conscience de notre fragilité. Pour le transhumanisme, on est dans le refus de la fragilité, la quête d'immortalité. Dans l'humanisme, l'homme s'élève en harmonie avec le monde. Pour le transhumanisme, l'homme se place au-dessus du monde, parfois au mépris du vivant.
On voit bien que si autrefois l'humanisme avait élevé l'homme en le reconnectant à sa profondeur, à sa nature, mais aussi à sa finitude, aujourd'hui le transhumanisme prétend l'élever encore certes, mais en oubliant peut-être ce qui fait sa vraie grandeur, à savoir sa vulnérabilité, son imperfection, sa liberté intérieure, et tente de le façonner sur un modèle tout sauf humain. C'est ici que réside le vrai souci du transhumanisme, à mon sens, en tant que posture philosophique, surtout si on est croyant, parce que dans son essence, le transhumanisme pose finalement la possibilité pour l'homme de dépasser l'homme lui-même. Donc déjà là, il y a un problème si nous on est croyant. On va poser la possibilité de nier son essence humaine. Bref, pour parler clairement, de devenir Dieu. Franchement, c'est exactement ça. C'est de façon claire et nette le projet du transhumanisme, c'est-à-dire abolir la vieillesse, abolir les maladies, détruire la mort. Qui fait ça ? Qui fait cela si ce n'est le Tout-Puissant, subhanallah. Si Kant disait que la raison avait des limites, autrement dit, le champ de la métaphysique, qu'elle ne devait pas dépasser au risque d'outrepasser sa capacité de façon orgueilleuse, c'est ici la même chose pour le transhumanisme. L'homme a des limites innées, biologiques, scientifiques qu'il ne peut pas dépasser. C'est juste scientifique, c'est juste naturel, car au-delà même d'un point de vue religieux, en fait, il a été créé pour mourir. Et là, c'est pas que religieux, le fait de dire on va mourir, on est des êtres humains, c'est juste scientifique, genre c'est biologique, vous voyez, c'est pas quelque chose de social. Tout en lui le démontre, tout dans l'homme, tout dans l'essence humaine démontre qu'il va vers sa fin, en fait, de façon inéluctable. Maladie, vieillissement, temps qui passe, oubli, détérioration des capacités. Le transhumanisme, en dépassant ainsi toutes les limites, pose ainsi un orgueil démesuré et n'est pas tenable comme position philosophique, encore moins quand on est religieux. Descartes, il parlait très très bien d'être comme maître et possesseur de la nature. Il était très lucide car il savait que l'être humain pouvait, grâce à la technique, grâce à la technologie, faire de grands progrès, faire de grandes choses et contrôler la nature d'une certaine façon, mais qu'il ne resterait toujours que comme. Il dit pas maître et possesseur de la nature, il dit comme maître et possesseur de la nature, car le vrai maître et possesseur resterait Dieu. Encore une fois, là, vraiment, ça va plus loin que la sphère religieuse. On savait qu'il était religieux, Descartes, mais peu importe en fait. Religieux ou pas, cela s'entend. Le transhumanisme donne de façon illégitime à l'homme l'illusion du progrès infini, l'illusion de la toute-puissance, tandis que l'être humain est à l'image de Dieu sur terre. Calife qui peut certes créer des choses comme Dieu, mais qui ne sera jamais Dieu parce qu'il est fini, il est imparfait et il est destiné à mourir. Qu'est-ce qui fait que le transhumanisme est problématique ? Déjà, il faut rappeler que le transhumanisme arrive dans notre ère actuelle, autrement dit, un terreau dans lequel, voilà, il faut poser les bases, en fait, basiquement. Il n'y a plus de moralité, il n'y a plus de religion, il n'y a plus d'éthique, on est vraiment dans une perte de repères, surtout dans notre société occidentale, mais pas que. On est vraiment dans une perte de repères, c'est-à-dire que, voilà, il n'y a plus de religieux, il n'y a plus de moralité, C'est quand même très particulier ces dernières années, ce dernier siècle. À partir de là, quand on implante une idéologie dans une terre qui est déjà de toute façon vierge de toute considération éthique et morale, on peut s'attendre légitimement au pire. Quand on n'a plus de repères, de normes du bien et du mal, on peut tout faire croire en fait. Voilà, la porte est ouverte pour tout le reste. On peut implanter n'importe quelle idéologie, bref, on peut tout faire. Là déjà est la première faiblesse. Ensuite, le transhumanisme en lui-même est problématique. Pourquoi ? Parce qu'il vient toucher à une certaine forme de sacralité humaine. C'est un thème qui me tient beaucoup à cœur, celui de la sacralité. Pourquoi ? Parce que de tout temps et dans toutes les sociétés, les hommes ont sacralisé, rendu digne et noble par-dessus toute chose, donc sacré la vie humaine. Et en parallèle, la mort, puisque la vie est rattachée à la mort de façon essentielle et inévitable. Beaucoup de religions en parlent, les systèmes philosophiques aussi, l'art aussi, la littérature, bref, la mort est le sacré par excellence. D'où les rites d'inhumation, d'où tout ce folklore dans toutes les cultures du monde autour du phénomène de la mort, que ce soit dans des chants, que ce soit dans des cérémonies, peu importe dans quoi, la mort c'est the thème, c'est vraiment le thème quoi, en littérature, dans l'art, dans tout. Et certes c'est la fin de la vie, mais pour beaucoup aussi la mort elle est comprise comme le début d'autre chose. Je ne vous l'apprends pas en tant que religieux, c'est ce que l'on pense. Et comme dirait l'auteur connu, c'est juste la fin du monde, la fin de notre monde. Mais ensuite vient autre chose. Donc la mort qui est cette impossibilité possible, comme nous disait le philosophe Derrida, autrement dit ce dernier rempart sacré dans nos vies, en fait en touchant à elle, comme le fait le transhumanisme, en réfléchissant aux moyens de tuer la mort elle-même, eh bien on touche à quelque chose de très symbolique et loin d'être anodin. Si on arrive même à toucher à cette chose sacrée, inéluctable, intouchable depuis des années qui est la mort, qui est l'horizon de notre vie finalement, qu'est-ce qui nous reste en fait ? Subhanallah, quelles sont les limites qui restent si on arrive même à tuer, c'est le cas de le dire, la dernière, énième, ultime limite, inéluctable limite qui est la mort. Subhanallah. Faut penser à ça en fait, il faut vraiment aller loin dans la réflexion par rapport à ces thèses-là, ces idéologies, parce que ça va très loin philosophiquement, c'est pas du tout anodin. Qui est notre dernier facteur d'humanité ?
finalement, la mort, c'est notre dernier facteur d'humanité. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est notre dernier facteur d'humanité. Parce que c'est parce qu'on meurt qu'on est vivant, justement. Ce n'est pas juste de dire que c'est de la science-fiction, que non, ils n'arriveront jamais à le faire. C'est plutôt qu'on a transgressé une limite qui est hyper symbolique, philosophiquement, qui était le dernier non-événement nous reliant à notre humanité, qui est la mort. Ce qu'il y a finalement de plus humain. Si on note même au genre humain la possibilité de mourir, autrement dit l'un des grands marqueurs de son humanité, si ce n'est le plus grand, alors qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Rien, en fait, il nous reste plus rien. Si on touche même à la mort, la seule chose sur laquelle tout le monde est égaux, tout le monde demeure, qu'il soit riche, célèbre, pauvre, vieux, si même jeune, même si on enlève ce dernier facteur-là qui nous relie tous, qui nous met tous à ex aequo, à égalité, qu'est-ce qu'il nous reste? Rien. Et du coup, c'est YOLO et on y va à fond les ballons et c'est fini. En soi, c'est ça le problème du wokisme et du progressisme à outrance de ce siècle, c'est que certes, ils font avancer des causes, mais ils vont tellement loin qu'ils abattent en même temps dans leur sillage des barrières rituelles, symboliques et sacrées, des notions et des repères importants pour l'humanité autour desquels elle s'est construite sainement. La dignité du genre humain, la sacralité de la vie, la beauté de la reproduction, la symbolique de la mort, etc. En faisant tomber tout cela, tous ces grands repères autour desquels l'humanité s'est forgée, sous couvert de progrès, et bien finalement on ne se rend pas compte qu'on fait pire que mieux, car on perd, on dilue finalement, on dissout l'humanité. Nous sommes des êtres qui se construisent autour de symboliques, de choses sacrées, de repères moraux, etc. Et même les personnes qui vont être non religieuses, elles ont aussi des choses sacrées dans leur vie. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles le reconnaissent ou non, elles se basent, elles se construisent autour de repères et de piliers. Le genre humain est comme ça, on en a besoin. Le genre humain a besoin de ce type de valeurs pour se construire, et le progressisme à outrance, en venant tout mettre à volo, vient abattre tout cela, et avec ces notions sacrées pour les êtres humains, vient paradoxalement rendre aliénée, étrangère, inhumaine, l'humanité. En nous faisant passer finalement le faux message que tout est possible, vu qu'on pourrait même abolir la mort finalement, donc tout est possible, et bien au final, sur quoi se construit-on alors? Puisqu'Heidegger, Sartre, etc. disent bien que la raison pour laquelle l'être humain veut réussir sa vie, se dépêcher de vivre, faire des projets, faire des progrès, etc., c'est bien parce qu'il sait qu'il va mourir à un moment. C'est l'horizon ultime de notre mort qui donne la valeur à notre vie. Si je ne devais jamais mourir, si j'étais éternelle, est-ce que j'aurais autant à cœur de réaliser mes projets? Est-ce que j'aurais autant à cœur de me réaliser moi-même? Non. Tout simplement pourquoi? Parce que le fait de savoir qu'on a une mort nous pousse consciemment, même parfois inconsciemment, à nous dire qu'on doit se bouger parce qu'on veut laisser une trace avant de mourir, on veut avoir fait quelque chose, réaliser quelque chose avant de mourir. Bref, la finalité ultime du transhumanisme est donc l'abolition de la mort. Et dans notre système de pensée symbolique qui est le nôtre et qui est, sans même être religieux, très, voire trop humain, cela ne fait pas sens, car on s'est précisément construit autour de l'idée, parfois inconsciente, mais bien réelle, de la mort. En touchant à cette dernière barrière symbolique finalement de l'homme qu'est la mort, le transhumanisme vient déraciner complètement l'homme, l'individu, de son humanité, et c'est là que se pose un grand souci philosophique. Dans toutes les cultures humaines, la mort est une limite et un repère sacré intouchable. Les fruits pourris du progressisme ayant finalement amené au transhumanisme. Alors ici, on va faire un peu la liste des conséquences un peu douteuses, des fruits un peu pourris du progressisme. Le premier fruit pourri que l'on peut relever du progressisme à outrance, c'est l'attaque systématique et répétée de la symbolique et de la sacralité. Ce culte de la laïcité, du relativisme, du manque de repères, du rejet de la morale et de l'éthique, finalement ont amené sur des pattes de colombe petit à petit le terrain privilégié pour le transhumanisme. Il ne pouvait évidemment pas arriver dans une société encore profondément attachée à ses valeurs, à sa foi, à sa moralité, c'est évident. Il a fallu faire place nette. Comment? Tout simplement par une série de lois, mais aussi de mesures visant petit à petit à attaquer progressivement la notion de sacré et de symbole. Attaquer la religion. On voit maintenant par exemple la religion chrétienne, voilà, il n'y a plus personne qui va dans les églises, du moins en France, en Europe. Ils l'ont complètement ruinée en fait, ils l'ont tuée cette religion. Il n'y a plus personne qui va dans les églises, il n'y a plus personne qui... Tout le monde s'en fout, on se fout d'elle, il y a en permanence du blasphème, des choses, voilà. Ils ont ruiné, mais ça c'était un des projets en fait, c'était un des projets. Ils ont ruiné cette religion. Donc attaquer les religions, attaquer les bonnes mœurs, gangréner l'école qui est censée être un lieu justement de noblesse, un lieu d'apprentissage sain, gangréner l'école avec des idéologies mortifères, ça a été en fait un travail de longue haleine, laissant finalement la place à la pire des attaques qui est attaquer la sacralité de la mort elle-même, son côté sacré, son côté symbolique. Deuxième fruit pourri, attaquer la sacralité du corps humain cette fois-ci.
Alors, ici, il y a énormément de sous-fruits du fruit pourri. Donc, l'abandon d'une certaine pudeur, la déconnexion entre le spirituel et le matériel, la déconsidération du corps comme d'un temple sacré qui a de la valeur, la marchandisation de ce corps, se laisser aller par rapport au corps, mais aussi ce culte mortifère de l'apparence, le manque de sacralité en général, en fait, avec l'exhibition, la donation du corps sans trop y réfléchir, glorification du marché du sexe, du corps, abondance des plateformes comme Mime, OnlyFans et compagnie, donc des plateformes dans lesquelles on va vendre ses charmes, on va vendre son apparence. C'est un discours à la base libertaire qui est noble, mais qui, de facto, lui enlève une certaine sacralité. Aussi par le culte effréné des désirs, le fait de faire du mal à son corps, alcool, drogue, surconsommation, le refus de la frustration. Je fais ce que je veux, YOLO, et c'est moi qui décide, sauf qu'en fait en faisant cela, on a fait davantage de mal à notre corps. Quand on te dit de ne pas t'exhiber, c'est parce qu'il y a quelque chose de précieux à conserver derrière, dans ce corps. C'est pas justement un interdit pour un interdit, c'est pas... Et c'est comme dans l'islam, en fait, tout ce qui est interdit, c'est pas oh, interdit pour interdit, Dieu il a pas voulu parce qu'il veut nous embêter. Astaghfirullah. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière en fait, il y a quelque chose de saint. Quand on te dit de faire de ton corps un temple sacré que tu donnes pas à tout le monde, que tu montres pas à tout le monde, que tu respectes, avec lequel que tu n'empoisonnes pas, dans lequel tu mets pas tout et n'importe quoi, c'est pas juste pour t'embêter et pour te priver de plaisir, c'est parce que le plaisir dans son excès à outrance, et l'homme est porté toujours à la démesure, eh bien va venir te faire du mal, tout simplement. Fait miroiter une illusion avec ces pseudo-pensées libertaires. Beaucoup vont te dire qu'ils sont libres et n'acceptent pas d'être esclaves d'une religion, mais ils sont finalement esclaves de leur propre passion, de leur propre désir, sans même le voir, subhanallah, c'est ça le pire. Et cela leur nuit, alors que, en fait, ne pas boire d'alcool, se préserver, être chaste, avant le mariage, on parle pas d'être chaste toute la vie, hein. C'est pour ça que l'islam c'est magnifique, parenthèse, parce que c'est une religion du juste milieu en fait. C'est pas être chaste par exemple comme les moines où tu vas jamais avoir de relation de ta vie, non, il y a une limite parce que Dieu nous connaît, tout simplement il sait que c'est très peu de gens qui peuvent faire ça. Bref, ça n'a jamais nuit à personne en fait de suivre des choses saines, des interdits qui sont sains, tandis que au contraire, quand on va suivre son plaisir, quand on va finalement se donner et donner son corps dans toutes les formes possibles de donation, eh bien on va effectivement forcément à un moment donné arriver à des conséquences fâcheuses. Bref, donc voilà, ça c'est pour la sacralité du corps. Négation du donné biologique, en termes de genre, de sexe, en termes de relations sociales. On fait tout éclater. Tout part à volo. Éclatement des repères biologiques et sociaux traditionnels. On veut nous faire croire que tout est construit, que tout est social, que rien n'est inné, qu'il n'y aurait finalement plus de vraie différence entre hommes et femmes, et donc entre genres. Et à partir de là, on assiste à une compétition vaine, stérile et débile, une concurrence entre hommes et femmes, ridicule et surtout vaine. Comme j'ai dit, pourquoi vaine ? Parce que mettre en compétition deux entités différentes ne donnera jamais aucun résultat. On va pousser les femmes à ressembler aux hommes, car après tout, tout ce qui les différencie ne serait que social et construit. Non, non et non. À nouveau, si Dieu a créé deux genres, on n'a même pas besoin d'être religieux. S'il y a deux genres sur Terre, c'est bien pour quelque chose. La nature ne fait rien en vain. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de choses bizarres, il n'y a pas de choses superflues dans la nature. Si la nature a créé, ou Dieu a créé deux genres uniquement, c'est bien pour quelque chose. Et en fait, tout ça, ça a mené à des catastrophes et des boucheries. Des boucheries comme par exemple les phénomènes de transition qui, bien plus souvent qu'on ne veut bien le dire d'ailleurs, sont des échecs en fait, à propos desquels les personnes qui l'ont fait regrettent finalement et reviennent dessus. Au lieu de travailler sur le spirituel et le psychologique, on va directement s'attaquer aux données biologiques qui, dans son essence, est parfait et ne peut souffrir aucun défaut. Qu'on soit croyant ou non, la biologie a des règles et ne s'inverse pas comme bon nous chante. On ne doit pas vouloir simplement une chose pour qu'elle advienne. Enfin, faut arrêter. Vraiment, on est vraiment dans cette ère du je fais ce que je veux, comme ça m'advient, comme ça, je fais comme ce que je veux, comme ça me chante, et ça doit venir comme je le veux. Je veux que ce soit comme ça, donc ça va venir comme ça. On est vraiment dans cette ère du gamin capricieux qui claque des doigts pour avoir tout ce qu'il veut, outre la biologie, outre les phénomènes de la nature, outre les lois naturelles. Non, je veux, donc ça advient. Je veux changer de sexe, donc ça va advenir, et c'est comme ça, c'est moi qui décide de tout. Mais allô, grandis, enfin je suis très ironique bien sûr, hein, mais grandis en mode à quelle heure en fait on t'a fait croire que les choses venaient comme ça, comme tu le voulais, que t'es le maître de la nature, comme dirait Descartes, le possesseur, et en fait tu fais ce que tu veux, et ce que tu veux va advenir juste parce que tu as décidé que ça allait advenir. Ça c'est encore un autre sujet, mais on est un peu dans cette ère là de gamins rois, bref, ça c'est vraiment le problème du wokisme, c'est d'avoir créé des gamins capricieux qui pensent qu'ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, et quand on rappelle que non, en fait, il y a des lois, genre il y a de la biologie, il y a de la science, tu fais pas ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire ? Bah tu es transphobe en fait, t'es transphobe, et quand on dit qu'une femme est une femelle de base, parce qu'en fait c'est le cas, une femme c'est une femelle de base,
c'est la biologie, bah on est transphobe aussi. Bref, c'est ça le grand problème. Je trouve que c'est un grand problème. Quatrième chose, attaquer la sacralité des rôles. Alors que ce soit dans la famille moderne, dans la société, ça c'est vraiment un grand thème. C'est que on a vraiment ôté la sacralité de plein de statuts qui étaient honorables avant dans notre société. Que ce soit dans la famille, déjà la famille moderne, elle est éclatée, elle est dysfonctionnelle, on ne respecte plus rien, on ne respecte plus les figures importantes que sont les parents, qu'est le père, le chef de famille, la mère, enfin, on respecte plus rien, faut dire la vérité. Or, attention, le respect va dans les deux sens en islam, que ce soit des enfants pour les parents et aussi l'inverse, faut pas oublier aussi. Mais aussi dans la société, si on outre la famille, aussi dans la société en général, que ce soit l'imam, le prêtre, le professeur, le policier, tout ça vous pouvez le décliner au féminin évidemment. Le progressisme en fait il a mené à cet irrespect, à ce mépris des statuts nobles et autoritaires, et c'est pas autoritaire en mode autoritarisme, c'est autoritaire dans le bon sens, qui était un peu de grands repères de notre société. Vous voyez les parents, la loi, le savoir, les professeurs, la sécurité, tout ça en fait on a fait tout, on a fait absolument tout sauter et on en voit les conséquences aujourd'hui. Par exemple, faire croire à la femme que c'est rabaissant d'avoir un rôle dans son foyer. Alors attention, pas de l'y réduire, parce que vous savez que moi je suis féministe et je dis toujours que non, en fait, personne n'a à réduire la femme à son foyer. Elle a un rôle dont Dieu parle en fait, qui est un rôle domestique entre autres, mais c'est pas son unique rôle. Ça veut pas dire qu'elle doit pas avoir des passions, qu'elle doit pas aller se former dans autre chose, qu'elle doit pas travailler, qu'elle doit pas avoir des passions, non. Mais le problème c'est de l'y réduire en fait et à couper. En fait, on a fait croire, là c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a fait croire à la femme que le fait d'avoir un rôle dans son foyer c'était rabaissant en fait, et on a tenté de la couper de son foyer. C'est-à-dire que le progressisme tente de couper la femme d'une certaine intériorité et donc de son foyer par extension. Encore une fois, ça ne veut pas dire que on n'est pas en train de parler de tout ce mouvement qui est un mouvement noble qui a permis justement à la femme de s'émanciper et de faire autre chose que son foyer, de ne pas avoir que ça. Le problème du progressisme, c'est qu'il vient couper complètement la relation de la femme à son intériorité et à son foyer, quel qu'il soit d'ailleurs. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que ce serait rabaissant ou ringard, alors que de base, peu importe ce qu'elle fait, c'est à elle de choisir sans qu'on la culpabilise. Ça, on est bien d'accord. Et si on parle d'islam, oui, la femme a un grand rôle domestique et ça n'a rien de rabaissant en fait. Et franchement, moi je vous dis la vérité, avec le temps, on se rend compte du bien fondé d'être dans son foyer. Vraiment, on se rend compte du bien fondé d'être dans son foyer. Encore une fois, ça veut pas dire s'y réduire, mais le fait d'être dans son foyer, d'avoir un lien avec son foyer, ça peut être le foyer général, la maison, etc., mais aussi le foyer, l'intériorité en fait, du cœur, du croyant. C'est quelque chose d'énorme. Bref, le progressisme en fait il est venu donc foutre en l'air un petit peu finalement tous ces statuts qui avaient une certaine autorité dans la société en faisant croire que tout était horizontal. Ça c'est un truc que je répète et que je répète en tant que prof, c'est que oui en fait le prof est hiérarchiquement au-dessus de ses élèves. Oui, le roi est hiérarchiquement au-dessus de ses sujets. Oui, la mère et le père sont hiérarchiquement au-dessus de leurs enfants. Et c'est pas grave, genre c'est la nature des choses, c'est pas grave. Mais en fait, on est dans un siècle à cause de ce progressisme à outrance qui ne veut plus entendre ça. Dans un siècle qui ne veut plus finalement le reconnaître et qui voudrait faire croire que ce type de discours est problématique, raciste, misogyne, ringard, rétrograde ou je ne sais quoi. En fait, le progressisme, il a créé vraiment, ça c'est vraiment, subhanallah, je le vois encore une fois dans ma qualité de prof, il a créé une génération allergique à la discipline et à l'autorité, alors que de base, il n'y a rien de malsain là-dedans. On ne parle pas d'autoritarisme, on ne parle pas de torture, on parle d'autorité et de discipline. Ce sont des valeurs qui sont nobles, avec lesquelles on peut élever une famille, avec lesquelles on peut faire croître une société, avec lesquelles on peut faire perfectionner des élèves aussi, vous voyez. Mais ça, on a créé vraiment des êtres allergiques à ça, des personnes vraiment allergiques à ça, et on leur a fait croire que tout se valait. Non, tout ne se vaut pas. Je suis désolée, tout ne se vaut pas. Non, un patron n'a pas le même rang qu'un employé. On parle bien de hiérarchie, hein, bien sûr pas de valeur. Non, une femme et un homme ne sont pas pareils. Voilà, c'est des évidences, genre, mais à l'heure actuelle, en fait, rappeler ce type d'évidence, c'est devenu problématique. C'est comme si, en fait, on disait des gros mots, et c'est un truc de fou. Ça, c'est vraiment un des pires fruits pourris du progressisme à outrance, c'est que l'inversion des valeurs et la mise au ban de l'autorité et de la discipline sont franchement arrivées à leur apogée. C'est-à-dire que d'ailleurs, en islam, en fait, on reconnaît cette hiérarchie. Hein, pour ceux qui viendraient dire non, en islam aussi, on reconnaît cette hiérarchie. L'islam, c'est une religion d'ordre. Hein, faut se rappeler de ça. L'homme est le chef de famille, les citoyens doivent obéir au gouvernement, etc., etc. Et là, il y a une hiérarchie. Une hiérarchie, et c'est pas un gros mot, c'est pas grave, c'est pas de l'autoritarisme, c'est pas de la tyrannie, c'est de l'ordre, c'est normal, c'est la normalité. Il est évident en fait que dans tout système sain, il y ait une hiérarchie, sinon précisément on parle d'anarchie, tout simplement. Alors attention, encore une fois, on n'a pas dit dictature, on a dit hiérarchie. Mais les enfants capricieux de ce siècle
pur produit de cette idéologie wokiste mortifère, n'accepte plus que l'on parle de discipline et d'autorité, de hiérarchie, et on en voit les conséquences. Cinquième chose, le relativisme à l'extrême. Ça, c'est aussi un autre des fruits pourris du progressisme, autrement dit le tout se vaut. Ça rejoint un petit peu. De toute façon, tout se rejoint un petit peu. Comme on est tous égaux, en valeur, bien évidemment, on n'accepte paradoxalement pas la différence et on va aller dans la surenchère. Ici, on peut parler, par exemple, parce qu'on est vraiment en plein wokisme là dans ce sujet, du fait d'avoir fait une version de la petite sirène noire, le fait par exemple aussi d'avoir ôté le mot nègre de l'œuvre Dix petits nègres d'Agatha Christie, que moi personnellement je continue à rappeler comme ça. En fait, puisque tout doit se valoir, on veut tout rendre horizontal en toute chose, et ça c'est un grand problème. En fait, c'est pas grave de vouloir garder le petit chaperon rouge blanc représenté par un personnage blanc, parce qu'en fait il a été écrit en Occident, créer d'autres contes en fait, enfin c'est pas grave. En fait, j'en parle dans ma vidéo le wokisme à outrance, mais le problème du wokisme, c'est qu'en fait, ils vont venir sur des détails, des choses qui... C'est même pas des détails, en fait, parce que... Comment on peut expliquer ça ? Ce type d'exemple, il y en a à l'appel. Et sous prétexte de relativisme et que tout se vaut, bien sûr que chaque culture se vaut, bien sûr que les Africains sont pas inférieurs aux Européens ou que les Chinois sont pas, que les Asiatiques pardon sont pas supérieurs aux Eurasiens. Enfin, il y a aucun débat, mais il y a aucun débat dessus. Mais en fait, sous prétexte de relativisme et que tout se vaut, alors on doit appliquer ce filtre universalisant et paradoxalement qui gomme les différences à toute chose en fait, et pour aller dans un seul sens. Non, en fait, il n'y a pas de pensée unique dans le genre humain, il n'y a pas de pseudo-politiquement correct, moi je suis pas d'accord. Et pour revenir sur, par exemple, Agatha Christie, les petits nègres par exemple, il n'y a rien de mauvais. Et c'est ce qu'on va voir dans ce prochain point, le nivellement par le bas, l'appauvrissement de la culture. Donc, pour reprendre ici l'exemple des 10 petits nègres d'Agatha Christie, le titre a été remplacé par Ils étaient 10. Je suis désolée, mais en fait, je trouve ça vraiment, mais subhanallah, je trouve ça tellement révélateur de ce siècle. Bien évidemment que personne n'est heureux que l'on appelle les noirs des nègres. Enfin, c'est vraiment, il y a... En fait, on n'est même pas à ce niveau-là. Hein. On est bien... Enfin, il n'y a même pas de question, il n'y a même pas de débat dessus. C'est juste que le titre, en fait, il est porteur d'un message. Les mots, moi je suis écrivaine, donc je le sais, sont choisis de façon précise et justement pour dénoncer. Ils ont une saveur, ils ont été savamment choisis et ils viennent porter bruyamment son message. Je trouve ça tellement mais ridicule et aberrant. Les mots ont justement été choisis pour dénoncer un état de fait qui est le racisme envers les personnes noires. On ne peut pas vouloir lisser toute chose car précisément la vie, elle est tissée de ces injustices. C'est comme si on voulait tout rendre lisse et pas choquant. Alors que la vie, dans son essence, elle est choquante. Dans son essence, elle est faite d'injustice. La vie est dure, la vie fait mal. Il y a des choses horribles dans cette vie. C'est comme si on reprenait le livre d'Hitler Mein Kampf et qu'on écrivait autre chose. Alors que c'est de l'histoire, c'est quelque chose qui a été écrit avec une certaine volonté. On ne dit pas que c'est bien, mais ce sont des témoignages d'histoire, subhanallah. C'est la tâche de la littérature de transmettre ça. En fait, dans ces choses-là, le wokisme, je trouve qu'il est complètement ridicule. Et oui, il n'y a encore pas si longtemps que cela, on appelait les Noirs des nègres, les Arabes des bougnoules. Et c'est horrible, mais c'est une réalité. C'est un état de fait que l'on doit continuer de dénoncer justement avec ces œuvres-là pour que ça n'arrive plus, en fait. On ne peut pas lisser la réalité à notre guise et l'effacer par peur de choquer. Au contraire, c'est en choquant, c'est justement ce qui va nous choquer qui nous réveille. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas tout aseptiser. La vie, elle n'est pas aseptisée. Et l'art, il vient justement dénoncer tout cela. Bref, donc ce prochain point, c'est l'appauvrissement de la culture, mais aussi de la langue, qui est très 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 flagrant. C'est-à-dire qu'on a un vocabulaire qui est censé être universel et compris par tous. On essaye d'imposer de plus en plus un vocabulaire très universel via les réseaux, etc. Mais pour cela, en fait, on va appauvrir notre culture littéraire et notre patrimoine littéraire si riche et si beau. Moi, je suis désolée, le français, c'est la langue de Racine, c'est la langue de Baudelaire, c'est la langue de Médine aussi et de Vianney. C'est la langue de tellement d'artistes qui soient contemporains comme plus vieux. Et la langue française, elle est incroyablement belle et riche. Enfin, je suis désolée, mais... Le wokisme, il vient avec ses néologismes en permanence, avec son franglish, avec son tout ça, c'est son langage texto, toutes ces choses-là. Il vient appauvrir et mainstreamiser, rendre mainstream cette langue, la rendre banale et comprise par tous, sans plus aucune originalité, sans plus aucune nuance, lui ôtant de facto son cachet et sa noblesse. Et moi, je trouve ça triste. Moi, je trouve ça triste parce qu'en fait, il y a vraiment une forme d'horizontalité par cette wokisation, par cette mondialisation, une forme d'horizontalité à nouveau qui efface les particularités et les beautés d'une langue. Alors que, pourquoi est-ce qu'on devrait tout niveler par le bas pour proposer un vocabulaire de teubé, il faut parler clairement, parce qu'il y en aurait certains qui ne comprennent pas, même si c'est plutôt la majorité. Je vais vous donner une comparaison. Moi, j'ai certains moyens financiers, d'accord ? Je n'ai pas les moyens financiers d'aller chez Gucci. Est-ce que je dois faire une pétition pour faire fermer tous les magasins Gucci, tous les magasins de luxe, parce que j'ai pas les moyens d'aller dans ces magasins-là ?
Non, je vais simplement dans les magasins qui correspondent à mon budget et à mes finances. Et c'est ça qui m'énerve en fait dans le wokisme, c'est que on veut rendre tout linéaire, on veut rendre tout horizontal, on veut imposer une forme d'horizontalité et de conformisme et de bien-pensance à outrance à tout le monde, alors que, en fait, et en faisant ça, pardon, on réalise un nivellement par le bas. C'est ça qu'on se rend pas compte qu'on est vraiment en train de tomber au ras des pâquerettes au niveau culture, au niveau orthographe, au niveau de beaucoup de choses. On est vraiment dans un nivellement par le bas et c'est très aberrant. Et moi, encore une fois, en tant que prof, je le vois parce que les élèves, ils ont un vrai appauvrissement de leur vocabulaire. À l'heure actuelle, la norme du langage, ce n'est plus du tout un langage soutenu et beau, et même, j'aime pas dire pas forcément soutenu, mais même un langage normal, en fait, courant. Voilà, c'est ça, c'est soutenu, courant, familier. La norme actuelle, c'est même plus un langage courant, et même beau que l'on pouvait avoir et que l'on pouvait lire dans nos classiques. Évidemment, je ne vous dis pas qu'il faut parler en ancien français, qu'il faut parler comme Descartes, mais vous voyez ce que je veux dire, quand même un minimum. Non, en fait, on va de plus en plus vers des langages très simplistes, voire des langages wesh, en fait, des langages, voilà, des langages wesh, des langages qui n'ont plus aucune saveur, qui veulent plus rien dire, il n'y a plus de romantisme. J'en parlais, subhanallah, il y a 2 jours avec mon élève, pourtant, elle a 18 ans, quoi, elle passe le bac là dans quelques jours. Et ben même elle, qui est pourtant issue de cette génération de Gen Z, elle me dit en fait, même au niveau des déclarations d'amour, c'est bas en fait, c'est monotone, c'est comment dire, c'est horizontal, il n'y a même plus de recherche, il n'y a même plus de... Tout est nivelé par le bas, voilà, c'est... Enfin... N'oublions pas que moins il a de mots pour s'exprimer, plus l'être humain est pauvre dans sa vision du monde. Et c'est pour ça que dès petit, c'est très très bien d'inculquer à vos élèves, d'inculquer à vos enfants, de lire, parce que plus tu vas lire, plus tu vas acquérir du vocabulaire, c'est tout à fait logique, et en fait plus ta vision du monde, c'est incroyable, hein, elle va être vaste. Et je disais justement avec cet élève, pourquoi il y a beaucoup de personnes par exemple qui vont être violentes, qui vont être dans les coups, etc. Parce qu'en fait ils ont un vocabulaire qui est appauvri, c'est vraiment pas un cliché, c'est vrai, et en fait moins tu as de vocabulaire, moins tu peux communiquer avec les mots, donc tu vas communiquer avec autre chose, les coups. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc voilà. Le vocabulaire, en fait, il ouvre l'humain à la diversité du monde. Et par exemple, je sais pas si vous avez déjà vu genre les interviews des années 80, là, dans les archives INA, des élèves qui sont interviewés quand ils parlent, ça fait juste des années 80, ils parlent tellement bien, du vocabulaire riche, ils parlent bien. Et pourtant, c'est pas forcément des intellectuels, hein. Et quand tu vois maintenant le vocabulaire qu'ont nos élèves, tout est dit, finalement. Point, la glorification de la médiocrité. La culture de masse, bien malheureusement, ne montre presque que des modèles de réussite, passant tous inéluctablement par cette altération du sacré, de la moralité, de l'éthique. Que ce soit des influenceurs ayant percé dans la télé-réalité en montrant leurs péchés sans aucune pudeur et sans aucun adab, en ayant 2 mots de vocabulaire aussi entre le wesh et ça dit quoi, aux créatrices de contenu vendant leur corps sur les plateformes, et aussi les hommes, hein. On pense d'ailleurs à 2 personnes là qui sont dans la panade, 2 hommes, j'espère, Inch'Allah, qu'on ferme leur contenu à vie, sans oublier ceux qui vivent à Dubaï grâce à leurs nombreux placements de produits, sans non plus oublier celles qui filment l'intégralité de leur vie sans plus aucun filtre ni pudeur. Force est de constater que notre siècle est vraiment tombé 10 étages, voire plus, dans nos modèles de réussite. Avant, nos modèles de réussite, c'était des femmes et des hommes qui avaient inventé des machines révolutionnaires. Des religieux dans des voyages humanitaires. Des artistes proposant le chef-d'œuvre de leur vie. Comment a-t-on pu descendre aussi bas? Comment a-t-on pu accepter de laisser de telles personnes devenir les modèles de nos enfants? Égypte. Fruit pourri du progressisme, la bien-pensance à outrance, la pensée unique. Un énième fruit pourri du progressisme est à nouveau cette pseudo-bien-pensance empêchant quiconque de penser autrement sous risque d'être catalogué de raciste, d'homophobe, d'islamophobe et j'en passe des plus fleuris. En fait, on tente par le soft power, qui est les médias, les réseaux, etc., d'instaurer un peu une tyrannie de la pensée, une pensée unique, une dictature dans laquelle toute personne ayant une pensée contraire à celle dominante devient l'ennemi à abattre sur l'autel du politiquement correct. Si tu n'es pas d'accord avec le fait qu'on mette 50 personnes trans et homosexuelles par série Netflix, tu es transphobe. Si tu n'es pas ok avec le fait que des drag queens viennent apprendre à ton fils de 3 ans qu'il n'est peut-être pas dans le bon corps, tu es transphobe. Si tu n'es pas d'accord avec le port du niqab en Europe, tu es islamophobe. On me l'a déjà subtilement glissé, hein, parce que ça va dans les 2 sens, hein, les gars. On peut pas, voilà, ça va dans les 2 sens. Nous aussi, on doit aussi faire preuve par rapport à nos propres croyances d'un recul. Vous voyez? Donc en fait, on tente vraiment d'imposer, subhanallah, une bien-pensance, un politiquement correct à outrance, dans lequel finalement on est... En fait, c'est ça qui est paradoxal à mort, c'est que ce sont censés être des personnes ouvertes d'esprit, bienveillantes, tolérantes, mais dès que t'es pas d'accord, elles vont te mettre à mal, vont te foutre sur la scène publique et te lyncher à mort, hein, que ce soit sur les réseaux ou peu importe où, elles te lynchent, et si elles peuvent te tuer...
Allah walem, mais je pense qu'elle serait capable. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un énième fruit c'est un énième fruit du progressisme, le fait qu'en fait, on n'ait plus le droit de dire ce qu'on pense. Et on va dire, on peut plus rien dire. Ah bah, en gros, c'est que les racistes qui disent qu'on peut plus rien dire. Bah non, en fait, il y a des choses qu'on peut plus dire, qui sont pas racistes, qui sont pas homophobes, qui sont pas transphobes, qui sont juste logiques, ou alors qui sont juste notre avis, parce qu'apparemment, on a le droit d'avoir notre avis, mais quand notre avis, il va à l'encontre du vôtre, et bah alors on est truc-phobe. Voilà, c'est un peu ça, quoi, en gros. Prochain fruit pourri du progressisme, l'hypersexualisation des plus jeunes et le culte de l'apparence. À nouveau, la révolution sexuelle qui de base était quelque chose de sain, mais qui dans son excès donne le pire du pire. Pourquoi ? Parce qu'on a ôté au corps et à la sexualité, encore une fois, cette sacralité. Ça rejoint l'autre point de tout à l'heure. Alors on a fait croire dès la maternelle aux petits que oui, tu peux donner ton corps à qui tu veux sans réfléchir, que finalement le consentement, bon voilà, que oui, tu peux être sur des plateformes pour vendre ton corps sans que cela ne te pose de soucis par la suite, sans que cela ne soit éthiquement et moralement problématique, parce qu'au final, tu fais ce que tu veux, hein, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide de ma propre morale. En fait, on a fait croire que oui, toujours oui, mais à quel prix, subhanallah, et jusqu'où? Tout simplement, jusqu'à aujourd'hui, on invite sur des plateaux, je sais pas si vous vous rendez compte, que les personnes qu'on glorifie maintenant, j'ai rien contre elles, mais il faut quand même se rendre compte. En fait, à un moment donné, on peut dire qu'on n'a rien contre ces personnes, on peut dire que ça ne nous regarde pas, on peut dire que chacun fait ce qu'il veut, mais il faut arrêter de mentir. C'est-à-dire que toi, si tu crois en un système de valeurs, si tu crois en une religion, forcément, il y a des choses que tu ne comprends pas. Faut arrêter de faire genre, mais il n'y a rien qui me dérange, je suis peace and love pour tout et n'importe quoi. C'est pas vrai. Tout le monde prend position, tout le monde a une idéologie, tout le monde croit en quelque chose. Donc, faut arrêter de faire genre que rien ne nous dérange. Oui, moi, ça me dérange énormément qu'à l'heure actuelle, les modèles de réussite, encore une fois, les personnes qu'on invite sur des plateaux qui sont vus par des milliers de personnes et par des jeunes, en particulier, ce sont des travailleuses du sexe qui sont limite accueillies en grande pompe pour glorifier ce qu'ils ou elles font parce qu'elles le font en toute liberté de leur corps et en toute conscience. Ce n'est pas vrai. C'est une autre forme d'esclavagisme moderne. Moi, j'ai rien contre ces personnes, encore une fois, mais un peu. S'il vous plaît, en fait, faut arrêter de faire croire à la jeune génération que c'est absolument anodin de vendre son corps. Et encore une fois, qu'on soit croyant ou non, en fait. Le souci de base, c'est vraiment ce désert spirituel, cette perte de repères moraux. Bien évidemment que vendre ton corps, il n'y a rien d'anodin là-dedans, et ça veut pas dire, on parle même pas de religion, c'est juste que, bien évidemment, qu'il y aura des conséquences, enfin, ça paraît logique. Le souci de base, c'est vraiment cette perte de repères moraux. Pourquoi ? Parce que s'il y a 50 ans, ou plus, quand il y avait encore une certaine moralité, quand il y avait encore un certain terreau d'éthique, des certaines bases, même pas forcément spirituelles, mais une certaine base morale, juste la moralité. Quand il y avait encore cet adab et cette hashma, et là on parle même pas de culture maghrébine, dans la société française, il y a quelques années encore, il y avait cette éthique, il y avait cette moralité. Si à 50 ans on aurait dit aux jeunes, fais ce que tu veux de ton corps, ils l'auraient fait, mais pas dans ces dérives-là. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, précisément, il y avait encore ce souci du corps, il y avait encore cette sacralité, cette moralité, cette préciosité. Là, si on arrive finalement dans notre ère à de tels extrêmes, c'est à cause de ce travail de ratisser large qui a été mené pendant des années afin de vider de toute moralité le champ humain, de le vider de toute moralité, de toute éthique. Pourquoi vendre mon corps serait plus grave que de vendre des gâteaux finalement ? Voilà, on en est là de notre vie spirituelle. Pourquoi vendre mon corps serait plus grave que de vendre des gâteaux ou de vendre tout autre produit. On en est vraiment là de ce vide spirituel. Je trouve ça vraiment alarmant. Alors qu'encore une fois, la norme n'étouffe pas, elle cadre, elle oriente. Et encore une fois, l'être humain, il a besoin d'être cadré, peu importe sa croyance, peu importe son âge. Nous sommes par nature des êtres qui sont portés à la démesure, qui sont portés à l'excès. Pas tout le temps, hein, bien évidemment, mais on a besoin de cadre en fait, et il n'y a rien d'infantilisant à dire ça. Enfin, le dernier fruit pourri que j'ai relevé de ce progressisme à outrance, c'est la culture du vide, le retour aux idoles, c'est-à-dire la culture du néant, du clash, de l'apparence. Mise en valeur de contenus débiles, basés sur des clashs, sur des disputes, sur de la forme, mais plus du tout de fond, plus du tout de contenu. Bref, de la médisance à l'international, comme dirait notre professeur de religion. Les centres d'intérêt ont complètement basculé vers le bas, nivellement vers le bas, encore une fois, ces dernières années. C'est-à-dire que la lecture, déjà, elle est en baisse, et avec elle, toute une appétence, une soif de la culture, une soif d'apprentissage, une appétence aux lettres, une appétence à la réflexion. Vraiment dans ce culte de « sois beau et tais-toi ». Et pourquoi le retour aux idoles ? Parce que idoles, c'est-à-dire ces idoles friables, ces idoles matérielles, ces idoles imparfaites, ces idoles capricieuses et finalement humaines, pleines de péchés que sont les influenceurs par exemple, une certaine forme d'idolâtrerie humaine encouragée et voulue par les réseaux sociaux. Les idoles de notre siècle finalement, ce sont ces personnes qui n'hésitent plus à mettre en scène leur vie et surtout à montrer leurs péchés, leur pire honte, tout ce qui les rabaisse et fait d'eux les pires représentants de l'humanité. On voit que l'audience actuelle, elle va vers ce type de contenu très rabaissant, très humiliant, très bas étage, plutôt que d'aller vers des choses nourrissantes pour l'esprit, pour la dignité humaine et pour la foi.
Et en fait, on peut se demander comment ça se fait qu'à l'heure actuelle, ce qui nous anime, ce qui nous fait du bien, ce qui nous distrait, ce sont des contenus aussi rabaissants. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là de notre considération de l'humanité? Toute cette liste de fruits pourris du progressisme que j'ai énoncée ont ratissé large le terrain afin de mener à l'énième fruit pourri qui est le transhumanisme dont on a parlé un petit peu avant, et en fait cette volonté d'abolir la mort. On a dit c'est extrêmement problématique dans sa volonté d'abolir la mort. Pourquoi? Parce que là on touche vraiment à une limite sacrée, à la limite, si je peux dire, de l'humain, à la limite inéluctable, au repère sacré et symbolique de l'humain qui est la mort, subhanallah. Et c'est pour ça que pour moi le progrès à outrance, et son outrance pour moi la dernière limite qu'il peut franchir, c'est de vouloir abolir la mort. Et bien finalement, en voulant émanciper l'humanité, il vient ruiner l'humanité. Comment on peut vouloir prétendre émanciper l'humanité en la coupant de ce qu'il y a de plus humain en elle, c'est-à-dire sa mort, en la coupant de ce qu'il y a de plus humain en elle, c'est-à-dire sa vulnérabilité, en la coupant de ce qu'il y a de plus humain en elle, c'est-à-dire le fait que précisément elle est une fin proprement. Pour conclure, en tant que bon philosophe, on ne va évidemment pas se placer dans un camp au détriment de l'autre, car la pensée n'est jamais ni noire ni blanche, elle a des nuances et il est vital de s'en rappeler. Bien sûr que personne n'est contre ce progrès qui nous a permis de voyager plus facilement, qui nous a permis de communiquer avec des gens à l'autre bout du monde, bref, de construire des empires et de progresser dans notre humanité et société. Néanmoins, un progrès aveugle, vidé de toute éthique et morale, peut-il encore être appelé progrès ? Ces dernières années, on a plutôt l'impression de voir le caprice d'un enfant qui veut à tout prix son jouet. De quel orgueil doit-on se parer pour penser que l'on peut, nous, pauvres humains, ne plus être malades, ne plus vieillir, ne plus mourir même, alors précisément que c'est la condition sine qua non de la vie humaine. Alors finalement, un progrès qui ne prend en compte ni l'humanité dans son essence, puisqu'il tente de la nier finalement, et qui ne vise qu'une transcendance propre au divin lui-même, qu'il ne pourra de toute façon jamais atteindre ni égaler, n'est-il pas plutôt une belle illusion ? À méditer, et j'attends vos réflexions en commentaire.